Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la participation de l'équipe nationale de football, le MENA, à prime du Niger à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Ensuite, nous parlerons du Forum national sur l'organisation du Hajj et la Umrah tenu sous la présidence du chef du gouvernement, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. L'actualité, c'est aussi ce déplacement à des populations des communes rurales du Gouroual, notamment celle du village de Tigay vers Bankilare, qui ont fui les exactions des groupes armés. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado. Maimouna Diado, bonsoir. Oui, bonsoir Mokhtar. Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Kari Arimi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Et Mouria Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 3 février avec la participation de l'équipe nationale du football, le MENA A' du Niger, à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le MENA du Niger qui a perdu son match en demi-finale joué mardi face au Fennec d'Algérie sur le score de 5 buts à 0. Ainsi, l'Algérie, pays hôte, est qualifiée pour la finale qui va se jouer demain, samedi 4 février, contre le Sénégal. Le Niger, quant à lui, jouera le match de classement pour la 3e place ce 3 février contre le Madagascar. Maimouna Diado, le MENA du Niger a fait un bon parcours durant cette compétition, mais a été complètement méconnaissable mardi contre les Fennecs d'Algérie. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché selon vous? Merci Mokhtar. Je suis vraiment d'abord satisfaite du parcours de MENA A'. À ce championnat, en éliminant certains pays, parce qu'en éliminant ces pays, MENA a quand même favorisé le terrain à d'autres pays, puisque si le MENA n'avait pas, en tout cas, eu droit sur le Cameroun, Ghana et puis les Diables Rouges du Congo, je suis sûr qu'il y aura d'autres pays qui ne pourront pas, en tout cas, être au stade là, de demi-finale ou même, oui, de demi-finale. Donc, c'est pour dire que vraiment, jusqu'à avant-hier, c'était un parcours honorable. C'était honorable, c'est vraiment honorable, même qu'avec ce qu'on a vécu avec les Fennecs de l'Algérie, nous continuons en tout cas à les soutenir. Parce que c'est la première fois, il faut se rappeler, que c'est la première fois que notre équipe nationale, au niveau donc du CHAN, arrive quand même au stade de demi-finale. Et je pense que vraiment, Fennec de l'Algérie, c'est une équipe trop forte, en tout cas, sur ses propres installations. Sur ses propres installations, et puis c'est le pays organisateur, et puis en tout cas en matière de tactique et de comment ils sont en train de jouer, c'était un peu différent. En tout cas, le MENA n'était pas à la hauteur. Ça, il ne faut pas se cacher la face. On avait espoir que même si le MENA n'allait quand même pas, n'allait pas avoir cette victoire sur le Fennec, que peut-être ils allaient quand même réaliser un score qui n'est pas du tout 5-0. Mais on garde espoir pour ce qui est du match prochain, la 3e place. Là aussi, c'est une autre équipe, parce qu'on a vu le jeu de l'équipe de Madagascar. Ce n'est pas aussi une équipe facile, mais tant mieux que le meilleur gagne. Et nous sommes toujours avec MENA A'. Parce que là, il faut se dire, ce sont des enfants, ce sont des jeunes qui ont mouillé le maillot. L'entraîneur a mouillé le maillot, les enfants ont mouillé le maillot. Et je pense qu'au retour, ils devront être quand même accueillis royalement ici au Niger.
Merci Memouri Diado. Gary Amadou, qu'est-ce qui peut expliquer cette lourde défaite des poulains de Haroun Abdullah contre les Fennecs d'Algérie? Moi, pour moi, le MENA est parti à cette demi-finale avec une sorte d'excès de confiance. Après avoir éliminé Oui, oui, il y a eu un excès de confiance. Après avoir éliminé le Cameroun. Ça peut l'expliquer. Ah oui. Et quand il y a un excès de confiance, les spécialistes du football vont vous le dire, hein, quand il y a un excès de confiance, c'est toujours un défaut. Et donc, ils ont éliminé le Cameroun, ils ont éliminé le Ghana. Bon, ils se sont dit que, bon voilà, l'Algérie en demi-finale, c'est possible. Ils oublient qu'ils ont joué des matchs amicaux. Oui, voilà, ils se disent que c'est possible. Ils oublient le détail qui est le plus important, c'est que d'abord l'Algérie joue à domicile, n'est-ce pas? Donc 80% du public, sinon plus, était acquis à la cause algérienne, n'est-ce pas? Et le détail, c'est qu'ils n'ont pas pu renforcer leur défense. Pour moi, l'entraîneur aurait dû, lors de cette confrontation avec l'Algérie, ne pas prendre beaucoup de risques, renforcer la défense, parce que les Algériens vont être à l'assaut du but nigérien. C'était ce qui s'est passé. Et donc, quand on encaisse autant de buts, ça veut dire que la défense a été défaillante. Ça veut dire que la défense a été poreuse. 5 buts, c'est trop. C'était une déculottée, pratiquement une douche froide, mais qui n'enlève en rien les performances que le MENA a accomplies. C'est pourquoi moi je tiens ici à rendre hommage à Abdullah. Parce que je l'ai dit lors de l'entraîneur national. Je l'ai dit, l'entraîneur de l'équipe A. Je l'ai dit lors d'un précédent débat. J'ai dit, on a discuté ici, mais on était là, j'ai dit, non, je suis sûr d'une chose, c'est pas que je suis pessimiste, le MENA ne remportera pas la coupe. Mais je sais que c'est la compétition qui réussit le plus au football nigérien. Et c'est avec un entraîneur qui a les meilleures performances, en tout cas sur le plan du football au Niger. C'est Haroun Abdullah, c'est pas quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est lui qui est. Vraiment, il y a une certaine régularité. Quelque chose n'a pas marché lors de cette demi-finale-là. Il s'agit pour moi de corriger ces erreurs-là. D'abord, avant le match contre le Madagascar. Parce que, comme l'a dit Memouna, l'équipe malgache là ne sera pas facile à gérer. Ah, oui. Elle ne sera pas facile à gérer. C'est une équipe qui est. En tout cas, ils ont produit un très bon jeu. Ils ont un très bon football. Lors de la Donc, rencontre contre moi, le Sénégal. j'aimerais qu'on soit serein, Mokhtar. Il ne faut pas qu'on soit étonné que le Niger soit battu par Madagascar. Mon souhait, c'est que le Niger gagne. Mais, même si le Niger est battu par Madagascar, donc s'il n'obtient pas la 3e place, je dis bien, nous devrons être fiers des performances de cette équipe, de son entraîneur, du staff technique et vraiment du travail qui a été fait. Parce que pour moi, cette équipe-là, elle regorge du vivier qui doit permettre de renforcer l'équipe senior. Parce que l'équipe senior peine à trouver ses marques lors des compétitions internationales. C'est une équipe qui nous déçoit régulièrement. Et donc, à part de participation à la CAN, bien sûr, mais donc ces jeunes-là qu'on a vus, ces jeunes talentueux-là qui se sont exprimés lors de cette compétition-là, ces jeunes-là doivent être en tout cas utilisés pour renforcer l'ossature du 11 national senior. Et donc, dès maintenant, quand ils vont revenir, n'est-ce pas, quelle que soit l'issue du match, j'ai dit bien contre le Madagascar, quelle que soit l'issue du match, il devra être triomphalement accueilli, comme l'a dit Memouna. Et maintenant, il s'agira pour les techniciens du football nigérien de se réunir, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les failles à corriger, bien sûr avec l'entraîneur, le staff technique et tout le monde, et voir comment est-ce qu'on peut aborder les prochaines compétitions sous-régionales, continentale, voire mondiale. Merci beaucoup, Gary Amadou. Abachari Arimi, vous êtes journaliste sportif. Que faut-il comprendre au sujet de la participation du MENA pour cette édition du championnat d'Afrique des Nations? C'est une participation honorable. Être dans le dernier carré, n'est-ce pas? C'est ce qui est a priori demandé à toutes les équipes qui participent. Et le MENA y est. Et donc, il faut saluer. C'est une très bonne participation, même si cette déculottée, vraiment cette gifle de l'Algérie doit nous ramener à la réalité. Moi, je pense que la réalité, c'est-à-dire oui, en fait, je pense qu'on avait atteint nos limites. Il faut bien comprendre qu'on a éliminé le Cameroun, le Congo et le Ghana pour en arriver là. Je pense que les jeunes ont donné plus qu'ils n'en pouvaient. Et c'est ce qu'on demande aux gens quand ils sont en équipe nationale, c'est surpasser. C'est cela le sport, mais dans une équipe nationale, c'est surtout ça qui est demandé. Parce que tu vas voir une équipe nationale, parfois constituée de joueurs assez moyens, mais qui vont loin. Et c'est à quoi nous sommes parvenus. Sinon, il ne faut pas perdre de vue que notre équipe nationale est constituée de joueurs. Le CHAN, c'est pour les joueurs locaux qui jouent dans le championnat local et qui sont de la nationalité de ce pays-là. Eh bien,
Actuellement, il n'y a aucun club nigérien en compétition internationale de la CAF. Tous nos clubs sont éliminés. Et ce qu'il faut comprendre, ça veut dire que, logiquement, ce n'est pas les meilleurs Africains qu'on a dans notre équipe. Mais Doula a pu impulser cette capacité à aller chercher, à se surpasser. La fédération a fait en sorte que l'équipe est sortie il y a 1 mois et demi du Niger. Ils ont joué des matchs amicaux en France. Oui, et puis la préparation s'est déroulée en Égypte, en Tunisie, avec plusieurs matchs amicaux, d'ailleurs qu'on n'a jamais gagné. Et voilà, ça a quand même porté ses fruits et nous sommes parvenus à ce résultat-là. Maintenant, moi... Oui, mais Abba Karimi, comment améliorer, corriger les erreurs? Justement, ce n'est pas que des erreurs, c'est tout le système. Ça, c'est pour une compétition qu'on est allé. Et une compétition, organisée comme une phase finale comme ça, c'est l'équipe, pas la meilleure équipe, pas l'équipe constituée des meilleurs joueurs qui l'emporte, mais c'est l'équipe qui est en forme du moment qui l'emporte. Je crois que c'est le cas du MENA. Abdullah a pu faire en sorte, et son équipe et son staff bien sûr, ils ont pu faire en sorte que l'équipe a atteint sa maturité. Là, ils ont atteint l'optimum. Et donc, peut-être que dans 1 mois, si on croise le Ghana, on ne va pas les gagner. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. Autrement dit, il faut revenir au pays. Moi, je ne suis pas dans l'accueil et tout, parce que pour moi, le CHAN, ça reste une compétition mineure sur le plan continental. Il y a les compétitions de clubs, mais aussi il y a la CAN. Là où vraiment c'est regardé dans le monde entier, certes, quand on participe au nom d'un pays, quelle que soit la petitesse de l'activité, il faut l'emporter. Ça, on en est fiers et ça nous a rappelé, ça nous a ramené sur terre, ça a fait en sorte que les Nigériens, ça c'est le sport, ça c'est la force du sport, ont regardé dans la même direction pendant au moins 48 heures, y compris le président de la République, vous avez vu comment il s'adressait à l'équipe. Ça, c'est en cela que c'est très bien. Maintenant, si on revient, notre championnat est à 1000 lieues du championnat algérien. Si l'Algérie nous gagne avec ce score, ce n'est pas étonnant. Parce que nos meilleurs, quand ils sont bons dans notre championnat, c'est dans des pays comme l'Algérie qu'ils vont. Parce qu'eux, ils ont plus de ressources, ils ont plus de moyens, ils ont plus d'installations que nous. On doit savoir tirer les leçons et venir investir, mais investir dans nos clubs. Parce que c'est les clubs qui donnent. Et généralement, les gens te disent non, les clubs ne font rien. Mais les clubs sont vraiment au carreau. Ce sont les clubs qui sont les pépinières. Bien sûr, c'est les clubs. Tous les joueurs là que vous voyez, ils sont tous issus des clubs de Niamey et de l'intérieur du pays. Il n'y a pas de miracle. Et des pays comme le Niger, nous n'avons pas aussi les joueurs binationaux. Les joueurs binationaux, c'est des enfants qui sont nés, par exemple, vous avez vu la dernière fois, Eto'o est allé rencontrer la famille de Mbappé parce que son petit frère qui est en train de grandir, les gens espèrent plus que Mbappé en lui. Et lui, il est allé négocier les parents pour dire, écoutez, Mbappé a joué pour la France avant l'Algérie parce que lui, il est trinational. Et donc, il est algérien, camerounais et français. Avant que l'Algérie ne vienne demander sa part à votre famille, moi, camerounais, je viens, s'il vous plaît, permettez-moi. Le petit il dit qu'il va réfléchir. Donc, nous n'avons pas ce genre de joueurs, pas en pagaille, parce qu'on n'est pas parti longtemps vraiment et resté faire des enfants ailleurs. Ce qui fait que c'est notre championnat-là. L'équipe en 2003 qui a gagné la Guinée, qui pendant qu'ils étaient au summum de leur force, c'était une équipe constituée essentiellement de joueurs locaux, mais qui ont été préparés presque comme cette équipe du CHAN. Et donc, il y a la possibilité, puisque le joueur, l'ossature de l'équipe peut être locale. Et donc, travailler à ça et rester en veille. Oui, mais Abakari Arimi, est-ce que l'État nigérien a les moyens quand même de soutenir, comme vous l'expliquez comme ça? Qui veut la chose doit aller la chercher. Moi, à mon sens, le sport nigérien en général, la volonté politique manque. Là, je suis très content. C'est la volonté politique qui manque ou bien les ressources? Non, la volonté politique. Moi, un État a toujours les moyens de mettre en place vraiment... Le Niger, jusqu'en 1990, et au-delà même, était l'un des seuls pays de la sous-région à disposer de 7 stades
Parce que toutes les chefs-lieux de région avaient un stade. C'est insuffisant. N'est-ce pas? Non, aujourd'hui c'est insuffisant. Parce que si vous voyez le cadre que le Maroc a créé pour que son équipe au mondial atteigne ce niveau, c'est un centre qui n'a rien à envier au centre européen. Mais on peut le faire. Parce que si le Mali aujourd'hui, on va aller en compétition des plus jeunes bientôt et vous allez voir, s'il fourmille vraiment de talent et souvent produit au plan local. Si l'Algérie et le Sénégal produit des joueurs, n'est-ce pas, issus vraiment des centres de formation sénégalais aujourd'hui, 90% des joueurs qui jouent actuellement, qui vont jouer la finale du Sénégal sont issus des centres de formation du Sénégal. Et ça veut dire qu'il y a moyen. Le Sénégal a mobilisé ses stars internationales pour créer un centre Djambar qui est vraiment des plus enviés de la sous-région ou du continent africain. L'Algérie, le Maroc, ils ont mis en place un centre national. C'est le ministère de Sport sans la fédération qui a créé son centre et a développé. Ils sont partis de 35 000 enfants. Ils ont testé 35 000 enfants. Ces pays, est-ce qu'ils sont à comparer au Niger? Non, c'est parce qu'on n'a pas cette ambition-là et on ne sait même pas. Je vous dis, je répète, je suis content du comportement du président de la République qui montre de l'intérêt pour le sport. C'est une industrie, ce n'est plus un jeu. Aujourd'hui, il faut aller voir au Mali, en retour, qu'est-ce que les jeunes joueurs qui sont expatriés mettent dans leur propre pays. Combien de jeunes ils emploient, combien de jeunes gens travaillent pour construire leur maison, leur immeuble, ainsi de suite. C'est énormément d'argent qu'il faut savoir aller chercher. Et il y a moyen de le faire. C'est une industrie, c'est comme le cinéma qui ne bénéficie presque d'aucun soutien aujourd'hui au Niger. Alors qu'ailleurs, on a transformé et on mobilise des centaines de jeunes, tant de techniciens que de comédiens qui produisent. Donc, c'est la même manière pour le football. Il y a quelque chose qui n'est pas connu. Juste un mot. Quelque chose qui n'est pas connu. On a 14 clubs en Super League aujourd'hui au Niger. Dans ces 14 clubs-là, au moins 25 joueurs sont payés à la fin du mois. C'est des jeunes gens. 25, au moins 25. Parce qu'il y en a qui ont 30, il y en a même qui ont 40 joueurs qui sont payés. Le staff technique, c'est au moins 7 personnes. Ils sont tous payés. N'est-ce pas? Donc, c'est un pôle entier vraiment d'une industrie, d'une économie qu'on ignore. Parce qu'on pense que c'est un jeu. Ce n'est plus un jeu. Pour un État, le football, ce n'est plus un jeu. Pour un quartier, le football, ce n'est plus un jeu. C'est un jeu juste pour un supporter. Merci beaucoup, Armi. Merci pour toutes ces précisions. Passons à autre chose. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse, placé sous le thème l'organisation du Hajj et la Omra à l'ère du numérique. Cette rencontre organisée par le cabinet du Premier ministre est destinée à passer au peigne fin toute la problématique de l'organisation du Hajj et de la Umrah et finir définitivement avec les problèmes récurrents qui minent l'organisation du Hajj au Niger. Au cours de cette rencontre de 2 jours, les participants ont débattu sur 2 thématiques, à savoir la digitalisation de l'organisation du Hajj et la Umrah et le diagnostic et les perspectives de l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger en s'appuyant sur les sous-thèmes du transport, hébergement, encadrement et restauration, nous indique l'agence nigérienne de presse ANP. Gary Amadou, que faut-il retenir au sujet de ce forum national sur l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger? Oui, d'abord, ce forum, je crois, c'est le fruit du rare bol du gouvernement de voir chaque année l'organisation du Hajj se transformer à une épreuve calamiteuse où vraiment c'est la grosse débandade du départ jusqu'au retour des pèlerins. Je crois que c'est cette prise de conscience du gouvernement qu'il faut que les choses changent qui a amené à organiser ce forum-là, qui a regroupé justement toutes les parties prenantes. Maintenant, j'ai eu la chance de lire... Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les agences, le COHO, le ministère de l'Intérieur. Voilà, les transporteurs, tout. Et donc, moi, j'ai eu la chance de lire les conclusions de ce forum-là, n'est-ce pas? Et justement, les décisions qui ont été prises sont de plusieurs ordres. D'abord, il a été décidé qu'il faut tout faire pour que
les pèlerins, leur lieu d'hébergement ne soit pas loin des lieux de culte. Parce que c'est ce que beaucoup de pèlerins ont reproché. C'est-à-dire que les agences de voyage, oui, les agences de voyage les amènent et puis les amènent dans des lieux éloignés des lieux de culte et le transforment en humain. Donc, il faut tout faire pour que les Nigériens... Ça coûte cher. Oui, mais non, mais... Les hôtels... Non, c'est pas... Écoute, Mokhtar, c'est-à-dire, voilà ce qui a été décidé, de tout mettre en œuvre. L'État va subventionner donc. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais une chose est sûre, il a été décidé de faire en sorte que les lieux d'hébergement des pèlerins ne soient pas loin. Ça soit un peu encore... Non, c'est pourquoi je vous dis que voilà, donc quelque chose a été décidé, on va voir comment ça va être mis en œuvre, mais déjà il faut saluer le fait que le gouvernement ait organisé ce forum-là. S'implique. Deuxième chose, il a été décidé que pour le transport de pèlerins, que les transporteurs, les avionneurs soient variés. Parce qu'on a vu des cas où il y a eu des retards pour le départ et parfois le retour aussi se fait dans des conditions assez désastreuses. Donc le gouvernement a dit qu'il faut diversifier les trucs. Pour la restauration, ça encore c'est une plainte des pèlerins. Les pèlerins disent que les agences de voyage les amènent et puis vraiment la bouffe est franchement parfois dégueulasse. Donc, il faut tout faire pour que la restauration... Donc, les agences de voyage sont interpellées parce que les pèlerins payent aussi cela. Vous comprenez? Et la troisième chose, c'est les questions de santé. Et là encore, le gouvernement a décidé que, en tout cas, a interpellé toutes les parties prenantes pour que les conditions sanitaires des pèlerins soient en tout cas prises en compte pour qu'il y ait vraiment une meilleure assistance sanitaire. Il faut saluer cette parce que, d'abord, on ne connaissait pas ça. Et puis, le Hajj, c'est devenu une sorte de routine catastrophique depuis plusieurs années. Donc, il faut vraiment à un certain moment s'arrêter. Gary Amadou, est-ce que tous ces trucs-là ne vont pas faire en sorte que le Hajj coûte davantage cher? Non, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, moi je pense que le prochain Hajj, il y a un défi que le gouvernement vient de lancer, c'est améliorer la qualité des prestations. Et donc, les agences de voyage, parce qu'ils ont parlé aussi des agences de voyage malhonnêtes, vraiment des agences où il y a des personnes véreuses qui exploitent les agences parce que vous avez des pèlerins qui payent, qui n'ont pas pu partir et qu'on n'a pas pu rembourser. Des situations assez vraiment cocasses, mais qu'ont subi certains pèlerins. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui ont été examinées lors de ce forum. Mais est-ce qu'il y a des recommandations qui ont été formulées? Non, les recommandations, ce sont les principales là que je viens de vous évoquer. Ce sont vraiment, c'est ça les conclusions. Les recommandations, c'est ça. Qui vont être transmises au Premier ministre? Oui, transmises au Premier ministre. Et puis, en tout cas, je pense qu'ils vont mettre en place un comité qui va se charger de toutes ces choses-là, peut-être sous la coupe du Coro, mais ce comité-là va travailler à faire en sorte que tout ce qui a été décidé pour améliorer la prestation pour le Hajj 2023, pour que ces prestations soient, en tout cas, au bénéfice des pèlerins. Donc, merci beaucoup, Gary Amadou. Abachari Arimi, les manquements cités par le Premier ministre tourne autour du non-embarquement des candidats au pèlerinage ayant accompli toutes les formalités, l'incertitude des programmes de vol à l'aller comme au retour, et les difficultés d'enregistrement en ligne sur le logiciel GAO, et le nombre élevé des agences de voyage, le détournement des fonds au Hajj par des promoteurs. Quelles sont les attentes des Nigériens au sujet de ce forum? Moi, je pense que c'est si simple que ça. C'est qu'ils puissent faire correctement les rites pour lesquels ils payent. C'est-à-dire, c'est d'aller à temps. Parce que le Hajj, c'est un mois. D'ailleurs, quand on était plus jeune, c'est beaucoup plus. Parce que bon, il faut quitter Difa, il faut venir à Zender, parce qu'il y avait des départs à Zender à l'époque, ou venir à Niamey. Bon, voilà, c'est plus d'un mois. Aujourd'hui, l'année dernière, ils ont fait une semaine. Une semaine, ça veut dire que rien que sur le plan de la restauration, ils ont perdu. Et il semblerait, j'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrai être pour faire cette expérience. Il semblerait que les gens mangent vraiment moins qu'ils ne mangent dans leur maison. Ce qui n'est pas normal. Parce que là, ils sont partis pour travailler, n'est-ce pas? Avoir de la force pour faire vraiment... Il y a beaucoup d'exercices pour accomplir les rites. Et donc, vraiment, souvent, je ne comprends pas, en fait. D'abord, les agences sont nombreuses. En plus, les gens se plaignent qu'il n'y ait pas il n'y a pas. Ça veut dire que les agences font vraiment beaucoup d'économies, beaucoup de bénéfices sur les pèlerins. C'est ce que ça veut dire. Parce que si je comprends bien,
Selon vous, non, c'est simple. On me dit que si jamais sont des industries. Non, c'est des industries, bien sûr, parce que c'est des industries, c'est des boutiques. Parce que on me dit que si j'amène 10 personnes, moi-même j'ai droit à une place. Autrement dit, si j'amène 4 millions, 10 pèlerins, 40 millions, les 4 millions me reviennent moi aussi. Autrement dit, ça veut dire que le bénéfice est beaucoup plus élevé. Moi, je pense vraiment, depuis l'année dernière, ce qui s'est passé, je pense à peut-être pourquoi ne pas fédérer, c'est-à-dire créer des sociétés en bonne et due forme avec des actions, n'est-ce pas? Les agences qui ont le même, selon vraiment leur tempérament, selon leur entente, selon leur considération, se regroupent pour qu'on ait moins d'agences, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'ils auront aussi moins de charges. Parce que souvent, c'est ça qu'ils mettent en avance. Ils disent que non, ils dépensent beaucoup de frais de téléphone, beaucoup de personnel et tout et tout. Mais donc, il faut fédérer et avoir le nombre minimum. Ça, je crois que le gouvernement doit faire ça. Amener très peu de gens, créer très peu d'agences. Et moi-même, si je me réveille un jour et que j'ai de l'argent en économie, je peux acheter. Garé a dit quelque chose de très important, le choix de l'avionnaire. Oui, non, ça, en fait, j'en venais. Ça, c'est extrêmement important. Et si on crée plusieurs agences, normalement, il y a plusieurs avionnaires. Parce que chacun a ses connaissances, chacun a celui qu'il peut. Maintenant, le gouvernement, son rôle, c'est de veiller à la qualité de la prestation de ces avionnaires, n'est-ce pas? Et en cas de manquement, sanctionner. Non, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Écoutez, vous n'êtes plus qualifié pour faire ce travail. Allez vendre des cacahuètes. C'est aussi simple que ça. Non, mais sincèrement, parce qu'il s'agit de la vie des Nigériens, de la vie des pèlerins, de la vie des gens qui vont aller faire vraiment un des piliers vraiment de l'islam. Et donc, vraiment, le nom du Niger aussi. Et la question de l'hébergement, je trouve aussi que c'est extrêmement important que les gens, qu'on s'y prenne à temps. Il y a aussi... les gens qui travaillent nous ont donné un quota déjà bien avant. Ils nous ont dit qu'on a droit à 15 000 places. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train de travailler depuis que le Hajj de l'année dernière est fini. Nous aussi, on doit faire le Koho. C'est un truc vraiment permanent qui doit être là. Dès que cette année finit, et même avant, l'année prochaine doit être programmée, et peut-être qu'on aura 15 000 places. Comment on peut répartir? Qui peut être engagé à faire ça? Vraiment, c'est de la planification. Et surtout, un événement, quand tu l'organises chaque année. Il y a aussi cette affaire de perte du bagage. Parfois, les bagages se retrouvent en Éthiopie, au Soudan. C'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement, parce qu'il y a quand même une dizaine de milliers de pèlerins qui partent. Donc, il n'y a même pas normalement possibilité de mélanger avec vous voyez, donc vraiment, il y a un peu d'amateurisme. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, qui mobilisent leur avion parce que voilà, d'entrée en un mois, tu as le plein de ton avion en aller-retour, donc des billets vendus comme tu le souhaiterais. Donc, c'est tout ça. Vraiment, moi, je pense que l'État doit s'impliquer davantage, n'est-ce pas? Sensibiliser les agences à se mettre ensemble et vraiment, c'est des calculs simples aujourd'hui, n'est-ce pas? Si les assurances font la même chose, il y a 2 ou 3 assurances dans tout Niamey, il y a combien d'assurances? Dans tout le Niger même, il y a combien d'assurances? Donc les agences peuvent faire la même chose. Les gens, il suffit de mettre ton argent, on peut te faire le bilan de façon transparente à la fin de l'année, voilà ce qui te revient comme bénéfice. Il faut travailler comme ça, il faut moderniser les choses, surtout par cette période d'informatique, vraiment, de technologie. Tu peux être couché chez toi et puis on te cherche l'argent. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Maimouna Diado. Il faut développer une grande capacité d'anticipation pour le succès du pèlerinage et éviter que nos concitoyens qui se sont acquittés de tous les frais ne puissent pas effectuer leur hajj ou l'effectuer dans des mauvaises conditions, a indiqué le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Comment rompre définitivement avec les pages sombres autour de l'organisation du hajj et la Oumra au Niger? En sanctionnant.
En sanctionnant qui? En sanctionnant qui? C'est le COHO qu'il faut sanctionner, ce sont les agences de... Les agences, d'abord, on commence d'abord par les agences. Parce qu'aujourd'hui, si on peut sanctionner, on doit d'abord sanctionner... Qui peut sanctionner qui? Mais l'État doit sanctionner, c'est le COHO qui doit sanctionner ou le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur, je pense que COHO est également c'est sous la coupe quand même du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit agir. C'est ça, parce qu'on ne peut pas à chaque fois, chaque année, répéter les mêmes problèmes, c'est les mêmes difficultés et revenir l'année prochaine à travers, par exemple, un forum pour dire que ça doit s'arrêter. Non, on ne peut pas stopper certaines choses si on ne prend pas des sanctions. Et on doit commencer par où? On doit commencer d'abord à répertorier les agences. À regarder du côté des agences d'abord. Vous voulez dire que les agences de pèlerinage sont pléthoriques? C'est pas qu'ils sont pléthoriques, mais il y a certaines agences qui n'ont pas les conditions, en fait, qui ne méritent pas, en tout cas, d'être des agences dans ce pays. C'est ça. Parce que d'abord, les agences-là, il faut regarder la qualité de ces agences-là. Il faut d'abord regarder comment est-ce que ces agences fonctionnent. Il faut d'abord la crédibiliser ces agences-là. Il faut d'abord que celui qui va dans ces agences-là, pour mettre son argent, soit quand même confiant qu'à la fin, rassuré qu'à la fin, il va pouvoir effectuer un Hajj en bonne et due forme. Mais s'il n'y a pas toutes ces conditions-là, moi je pense qu'il faut passer à la sanction. Il faut sanctionner. À mon avis. Allez-y. Et je pense que ici, pour le COHO, ce n'est pas de sanctionner. Le COHO, on doit attirer son attention. Parce que tout est focalisé au niveau donc, du COHO. Le COHO, c'est le transport. Ce que je suis en train de dire, le transport. Et si tu paies ton billet et que tu n'as pas le transport, tu fais comment? C'est ça aussi. Il faut que, comme on a dit, multiplier, donner la chance à ces avions, ces agences. En fonction de leurs relations. Oui, de leurs relations. Pour d'amener des avionnaires. D'amener des avionnaires. Moi, je pense que comme ça pourrait éviter que déjà le transport d'ici pour transporter les pèlerins, leurs bagages, on est déjà confronté à des histoires. Pour les ramener, c'est d'autres choses. Parce qu'il y a des valises qui font 1 mois, plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois avant que, avant que ça ne parvienne au propriétaire. Mais bon, comment est-ce que les autres auront l'envie aujourd'hui d'effectuer ce Hajj-là? Il y en a beaucoup de Nigériens qui ne s'inscrivent pas ici au Niger, qui vont dans les autres pays, les pays qui sont à côté là, pour pouvoir s'inscrire parce qu'ils trouvent là-bas déjà la qualité. La qualité, et puis les frais sont moins chers. Donc, dans ce cas, tu voyages. Il n'y a pas trop de confusion. Oui, il n'y a pas trop de confusion. Mais quand il y a trop de confusion ici, avec combien d'agences, tu ne sais même pas par où passer, quelle agence tu vas aller t'inscrire. Mais. Rapidement. Avant, les gens du Nigeria, du Tchad, venaient partir de Niamey. Parce que c'était transparent, c'était organisé. Tu sais quand est-ce que tu vas aller, tu sais quand est-ce que tu vas revenir. À partir de cette année, à mon avis, c'est faisable. Au lendemain de la fête de Ramadan, n'est-ce pas? On doit savoir ceux qui doivent partir. Ils doivent même avoir leur billet. Aujourd'hui, nous, on voyage partout dans le monde. À 3 mois d'un voyage, tu as ton billet en main. N'est-ce pas? La même chose, on peut faire ça, non? Regardez rapidement. Ce que je voulais dire, ce que Arimi dit est vrai, mais enfin, on avait connu la NPO, l'Agence nigérienne pour le président. À cette époque-là, quand il y avait la NPO, en tout cas, je paie à l'âme de Mounir Abdeldiko, mais à cette époque-là, c'était mieux organisé. Et en ce moment, il n'y avait pas le COHO. Mais on est étonné que malgré maintenant que le COHO est là, qu'on constate qu'il y a des trucs. Parce que pourquoi? Comme le Memoun l'a dit, on ne frappe pas. Pour moi, il y a des agences qui doivent être interdites. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Dernier aspect de ce forum de la presse, les déplacés de la commune du Gouroual, notamment ceux du village de Teguey, sont arrivés à Bankilare pour fuir les exactions des groupes armés qui écument la région de Tilaberi.
À la date du 27 janvier, 1293 ménages ont été recensés, soit plus de 7000 personnes selon les responsables administratifs qui se sont confiés à notre correspondant. Une mission humanitaire est arrivée mardi à Bankilare pour évaluer la situation et répondre à l'urgence. Abachari Arimi, la situation sécuritaire dans les communes rurales de Gouroual et de Bankilare était dimanche passé au centre d'une déclaration rendue publique par les ressortissants de ces deux communes à l'issue d'une assemblée générale à Niamey. Comment assister toutes ces populations en détresse dans ces deux communes de la région de Tilaberi? Écoute, c'est vraiment l'urgence qu'il faut gérer. On appelle ça en termes humanitaires. Vraiment, on est dans une situation d'urgence parce que 1200 familles au bas mot, parce que les humanitaires évaluent à 7 les membres d'une famille, et donc on est à pratiquement 9000 personnes qui sont déplacées. Et qu'est-ce qu'il leur faut Seulement à Bankilare. Oui, il y a d'autres qui sont vers Qu'est-ce qu'il leur faut? Atera. Il leur faut de l'eau. Ça, c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Il y a ce qu'on appelle les kits alimentaires et non alimentaires. Non alimentaires. Il faut évaluer et pouvoir mobiliser. Et je suppose que, vu que depuis 2014-2015, on est dans cette situation, le gouvernement, et surtout qu'il y a même un ministère pour ça, doit pouvoir faire face. Le ministère de l'Action humanitaire le et ministère de la gestion des catastrophes. Oui, mais aussi, on a quand même des dizaines et des dizaines d'ONG nationales, surtout internationales, n'est-ce pas, qui ont une tradition parce qu'ils interviennent partout là où ça brûle, n'est-ce pas, ou en RDC, en Somalie, partout dans le monde, ils interviennent et ils savent comment faire. Et j'espère qu'ils ont stocké. Mais moi, ce qui attire mon attention, vous avez vu, même si on ne veut pas, il faut qu'on vienne à ce débat. Aujourd'hui, les forces françaises, elles ont quitté le Mali, sont venues chez nous. Elles vont quitter le Burkina, elles vont quitter le Burkina, elles vont venir chez nous. Mais c'est chez nous que ça s'aggrave, que ça s'empire. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Parce qu'on suit aussi ce qui se passe en Ukraine, s'il vous plaît. En Ukraine, il n'y a personne, aucun homme... Est-ce qu'il y a un lien entre la guerre, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe Non, je vais vous dire, ce qui se passe en Ukraine, parce que tout le monde craint la Russie, aucun homme n'envoie personne, n'est-ce pas? Mais ils envoient les moyens. Ils envoient les moyens, il y a aussi des soldats qui partent. Les soldats, ça c'est vraiment dans l'anonymat parfait qu'ils partent, absolument. N'est-ce pas? Et chez nous, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sincèrement, si on nous entasse une force étrangère chez nous et que chaque matin, mais même les défenseurs de cette théorie comme quoi c'est des partenaires et qu'ils doivent être chez nous, vraiment, ça s'est battu en brèche. C'est battu en brèche. Vous voulez dire qu'ils n'ont jusque-là, ces forces n'ont pas fait leur preuve? Sincèrement, on ne les sent pas. Ou bien, moi je ne les sens pas. Et donc, vraiment, il faut se dire la vérité. S'ils ne peuvent pas intervenir, qu'on nous donne les moyens, n'est-ce pas, qu'on donne les moyens à notre armée, que tout le monde reconnaît parce qu'ils ont déjà pacifié certaines contrées de notre territoire et qu'ils passent à l'action. Parce que là, imaginez, qu'est-ce que ça va devenir, Terra? Qu'est-ce que ça va devenir, s'il vous plaît? Tout le temps, des populations en train d'avancer vers Niamey. N'est-ce pas? Est-ce qu'on sera comme Goma? Est-ce qu'on sera comme Bukavu? Vraiment, il faut se demander. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Memouna Diado. Que faut-il retenir au sujet de l'insécurité dans cette partie nigérienne de la zone des trois frontières, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra, plus précisément les communes rurales de Bankilare, Djagourou, Gouroual, Kokoro et Mehana? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de l'insécurité dans cette zone-là? On l'a toujours décrié ici, que la zone des trois frontières, on a vu les forces qui étaient stationnées au niveau donc, des trois frontières, ça a arrangé quoi? Ça n'a pas arrangé grand-chose. Et aujourd'hui, il faut regarder Terra, comme il l'a dit, il faut regarder le Gouroual. Mais qui va rester?
Qui va rester si chaque jour des populations sont en train de fuir pour converger, pour venir s'entasser à Terra-Ville, s'entasser au niveau à Bankilare? Mais est-ce que ces Bankilare ou Terra peut en tout cas contenir tous ces beaux mondes-là qui, en tout cas, chaque matin se dirigent vers ces communes-là? Donc, ça veut dire qu'à force de les regarder, ils seront à Niamey. À force de les regarder, ça sera Niamey, en tout cas, leur dernier refuge. Parce que là, on sent que c'est des populations qui ne sont pas sécurisées. C'est des populations qui ne sont pas sécurisées. Et l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment la sécurisation de cette partie, de cette bande-là, pour pouvoir permettre à ces populations-là de rester, en tout cas, dans leur propre village, les villages qui les ont vus grandir, naître, mis au monde et tout, et pouvoir vraiment être, comme on dit, intègre. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas tout ça là, et qu'on nous parle, c'est vrai, Arimi l'a dit, soulevé tout, qu'on nous parle que aujourd'hui les forces sont en train de laisser le Mali, ils ont laissé le Mali, ils sont au Niger. Quelle force? Les forces françaises. Aujourd'hui, le Burkina Faso a dit, merde, nous, on ne veut plus de vous. Ils vont se retrancher ici au Niger. Mais s'ils se retranchent ici au Niger, et que jusqu'à présent, ce qui est en train d'arriver depuis 2015, aujourd'hui, c'est encore une autre forme d'insécurité que nous sommes en train de vivre, ça veut dire qu'on se pose des questions. Une autre forme, vous parlez du banditisme, le vol de bétail, les assassinats des leaders d'opinion. Aujourd'hui, je suis sûr que ceux qui sont en train de s'adonner, ce n'est pas les vrais djihadistes qui sont en train de s'adonner à cette forme de banditisme, là, de vol de bétail et tout. Non, c'est des populations aussi qui sont en train de donner une autre forme d'insécurité. Donc, il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête? Comment est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement, nous, ce qu'on a demandé, c'est tout simplement de donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité. Donner les moyens pour que ces forces de défense et de sécurité... Qui vous dit qu'ils n'ont pas de moyens? Mais s'ils ont les moyens, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'aller sécuriser la zone-là de Dargol et de... Vous n'êtes pas convaincu? Non, mais c'est ça. Merci beaucoup, Maïmoud Diado. Nous sommes à Niamey. Gary Amadou, le gouvernement nigérien a-t-il les moyens pour sécuriser le Niger? Le gouvernement nigérien fait déjà beaucoup. Bien sûr, c'est son devoir, mais sur le plan sécuritaire, quand on compare la situation au Mali et au Burkina, on se dit qu'au Niger, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais vraiment le Niger gère mieux sa question sécuritaire que les autres pays. Et d'ailleurs, la preuve la plus palpable, c'est que ce sont les réfugiés de ces pays-là qui viennent au Niger. Parce qu'ils considèrent que c'est le Niger qui est le pays le plus sûr pour eux. Là-bas, ils ne peuvent pas. Je parle du Burkina et du Mali. Et donc, à partir de ce moment-là, des moyens ont été engagés. Mais au Niger aussi, il y a des populations. Il y a des problèmes. On n'a jamais dit que les moyens qui ont été engagés. On n'a jamais dit que les moyens qui ont été engagés ont mis fin au terrorisme. Ah non, c'est un combat de longue haleine. Le Niger a mis les moyens et le président de la République est allé 2 fois dans la région de Tillabéri pour vous dire à quel point cette question de la sécurité de la région de Tillabéri est une préoccupation permanente pour le président de la République. 2 fois, il est parti. Il a fait en sorte que les habitants de comment on appelle ça, puissent revenir dans leur bercail. Les habitants de Makolondi, Torodi puissent revenir dans leur bercail et sécuriser. Maintenant, les terroristes posent un autre défi. Parce que pour la zone de Dargol et de Bankilare, c'est pratiquement un défi qu'ils posent à l'État. Mais je pense que le ministère de l'Intérieur, qui a déjà organisé des forums pour la réconciliation entre les habitants, l'État qui a engagé des moyens militaires en hommes, et en tout cas dans la mesure, et à mesure de pouvoir gérer la situation. Qu'est-ce que j'appelle gérer la situation? Ces populations qui ont été déplacées puissent faire en sorte qu'on puisse le ramener et les sécuriser. Parce qu'ils ont parlé du camp de Wanzarbe qui ne fait rien, et le camp qui est au niveau de comment on appelle ça là, d'Ayoru. Ils disent que parce que c'est entre les deux que les terroristes passent pour venir menacer les gens. Donc il y a un défi que les terroristes posent. Mais je pense que le gouvernement a en tout cas les moyens de faire, même si il faut le rappeler. Donc c'est une défaillance du dispositif sécuritaire. Non, c'est pas une défaillance. Écoute, Mokhtar, la frontière entre le Niger et le Mali, 821 km. Ça fait la distance entre Niamey jusqu'à quelle région du Niger? 821. La frontière entre le Niger et le Burkina Faso, 630 km. Mais ça, tout le monde connaît. Mais non, c'est pas tout le monde connaît. Non, tout le monde ne connaît pas. Allez-y, tout le monde ne connaît pas. Et donc, non, c'est pas. Oui, mais c'est pas ça le problème. Selon vous, le gouvernement fait. Le gouvernement fait des efforts. Mais le gouvernement fait des efforts. Et les terroristes là, ils viennent du Burkina et du Mali.
Est-ce que vous comprenez? Il y a même des Nigériens. Il y a des Nigériens. Oui, mais il y a des Nigériens qui ont incorporé. Oui, mais ils traversent la frontière pour venir. Après, ils retournent. Mais l'armée, ce qu'elle a fait, ce que l'armée a fait, ce que les forces de sécurité intérieure ont fait, c'est que la situation qu'on a maintenant. Il y a aussi des Burkinabés et des Maliens qui disent le contraire. La situation qu'on a aujourd'hui. Mokhtar, la situation qu'on a aujourd'hui là, elle n'est pas à comparer à l'époque où il y a eu les massacres de Tchomabongou, où il y a eu les attaques de Dinates et les attaques de Chinagoder. Ça, c'est un fait. La situation s'est nettement améliorée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Comme le prouve justement la déclaration des gens de Darboyo de Bankilare. Mais justement, j'ai dit, les terroristes posent un défi à l'État. Et il appartient à l'État de relever ce défi-là, de faire en sorte que la situation puisse être mieux gérée. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je pense que oui, Mamoudou Diado, allez-y rapidement. Quand tu ne vis pas la situation, tout ce que nous allons dire ici, nous sommes en train de parler. Mais ceux qui vivent la situation là, ce sont ces gens-là que nous avons vus, qui ont rendu public leur déclaration. Donc ça veut dire que ça urge là-bas. Non, c'est donc, ce qu'on a oui, dit. ça veut dire que tout il y a simplement. Un défi que les terroristes posent. Voilà. Maintenant, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'il faut faire pour les sécuriser. Merci à tous. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Galangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Abba Chariarimi, journaliste à la radio alternative, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Mouria. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.